La causerie matinale à présent, nos invités sont sur place. Elie Adjeran, bonjour Elie. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Très bien. Avec vous, Mathias Sossou, bonjour Mathias Sossou. Bonjour chers confrères et chers téléspectateurs. Et Stanislas Gwenpo à moi avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, on se retrouve. Bonjour à M. Sossou, bonjour à mon cher Elie Adjeran. Alors, une réaction par rapport à la question du jour, Elie, vous avez suivi la question du jour? Oui, je crois que, comment appelle-t-on celui qui boit? Je crois que ça fait beaucoup sourire. C'est vrai qu'il est un buveur. Depuis un offre, je souriais depuis là. Je m'attendais à entendre peut-être quelqu'un dire un boiveur, mais heureusement, les gens ne sont pas tombés dans le jeu. Je suis un buveur. Voilà. Mathias Sossou. Oui, évidemment, c'est un buveur, celui qui boit. Mais à ne pas confondre avec celui qui prend l'autre chose. Les boissons alcoolisées. Parce que c'est souvent ceux qui prennent les boissons alcoolisées là qu'on appelle buveur. Or, même si tu bois de l'eau, tu es buveur. Et voilà. Ça, de votre avis? Non, je pense que la question paraît assez banale, mais ça a un certain intérêt, puisque vous savez, on a même trop fait de faire la petite confusion entre le buveur et le saoulard. Vous voyez, parce que quelqu'un qui a l'habitude de boire, et bon, cette fois à l'excès, il ne se contrôle plus, on peut dire qu'il s'est saoulé la gueule, bon, on le voit souvent. Mais celui qui boit, un buveur, celui qui mange, bon voilà, un mangeur. Elle a fait même une analogie dedans, que celui qui prend les viandes, voilà, c'est un végétarien ou végétarien. C'est un carnivore. C'est un carnivore. Mais elle a parlé de végétarien. Celui qui mange des légumes. Voilà, les légumes. Voilà, c'est ça. Donc, et que celui qui est un éthylique, comment est-ce qu'on peut le qualifier? Là, on va carrément réserver la question. Oui, on va lui proposer ça. Mais je pense en gros que c'est intéressant de revenir sur ces thèmes-là. Ce sont de petites choses qu'on pense connaître, mais en réalité, au fond, ça peut nous jouer des tours. Très bien. Parfois, effectivement. Ouais. Merci. À chaque 1er juin de chaque année d'ailleurs, puisque c'est la date qui est retenue au plan national, il est mis en terre des millions de plants, une manière pour rappeler l'importance du couvercle végétal parfois à cette célébration. Donc, s'étend sur des jours, des semaines, voire des mois. Mais que faisons-nous de ces plants? Quel entretien ou quel traitement apportons-nous ou appliquons-nous à ces plants? Que deviennent-ils? C'est là la grande question qu'on se pose, parce qu'on connaît par le passé toute l'orchestration qui entoure cette célébration, ces plantes que nous mettons sous terre. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir que deviennent-ils? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Nous allons parler d'environnement sur ce plateau. Elie Adjeran, certainement que vous aussi, vous avez eu la chance de planter, de mettre sous terre un plant. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui, vous. Je ne personnalise pas la question. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en avez fait jusqu'aujourd'hui? Je crois que la question, elle est très pertinente. C'est une question d'intérêt parce que depuis 1985 que cette journée a été instituée, l'objectif c'était en réalité pour rétablir un équilibre de l'écosystème. Si l'on sait que généralement, par nos actions quotidiennes, l'homme interagit sur la nature en détruisant des arbres pour les transformer, notamment pour des besoins d'immobilier, etc. Il faut essayer de constater que pour la nature commence par recevoir donc certaines menaces avec certains changements climatiques. Les statistiques sont là, les chercheurs, notamment les ingénieurs à divers niveaux, ont apporté déjà leur regard sur ce que deviendra notre environnement et notre vie d'ici quelques années, pour apporter en réalité une réponse
efficace à cette difficulté, je crois que planter un arbre s'avère nécessaire. Il est arrivé même dans ce pays où, ça dit sous d'autres régimes, on a décrété 10 millions d'arbres pour 10 millions d'arbres. C'était devenu une nouvelle politique étatique qui devait inciter en réalité chaque personne à mettre sous terre un arbre. Mais au-delà de la volonté donc de planter un arbre, il faut également donc son entretien. C'est là en réalité la question que vous me posez. Je vois qu'en fait que mettre sous terre un arbre ou peut-être un plant n'est quand même pas là la finalité. C'est déjà le suivre, le reboiser, le permettre, l'arroser de temps en temps et permettre à ce que donc cet arbre-là grandisse normalement pour d'autres utilités. Je crois qu'en 5 ans, on devait déjà faire donc d'autres résultats. Mais hélas, force est de constater que on essaie donc de pouvoir sacrifier à cette tradition le 1er juin et juste après 2 mois, 3 mois ou 1 an, vous repartez là. Il faut toujours attendre un autre prochain 1er juin pour essayer donc d'aller encore reprendre. Ça devient une tournure qui ne dit pas son nom. Pour ma part, je pense qu'au fait que ça doit en réalité interpeller tout chacun de nous pour nous dire qu'une chose est de mettre sous terre un plan parce que c'est un peu comme une arme qui vient donc de naître, ou du moins qui vient donc d'être mise en valeur. Il faut quand même l'arroser, tout comme nous entretenons nos corps, etc., etc. Je crois que aujourd'hui, l'équation qui se pose est de savoir ce que nous prenons comme intérêt à pouvoir en réalité entretenir nos plans que nous mettons sur terre. Et je pense que cela est d'intérêt beaucoup plus capital pour tout et chacun de nous. Très bien. Oui, Mathias Ossou, qu'est-ce qui explique ce dégoût, ce désintéressement que l'on observe dans l'entretien de ces plans que nous mettons sous terre, que ce soit le 1er juin, reboisement, etc., ce que nous plantons nous-mêmes devant nos maisons, on a de la peine à les entretenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'explique? C'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'arbre qu'ils ont planté ou bien du plant qu'ils ont mis en terre. Sinon, comment se fait-il que quelqu'un qui est animé d'un esprit quand même de bonne volonté, qui pense à mettre en terre un plant, ne puisse pas l'arroser pour lui permettre en tout cas de se développer? Je crois que dans certaines mesures, il faut quand même sensibiliser les populations à ce que elles comprennent l'importance d'un arbre que on met en terre. Parce que quand vous êtes dans une maison et que vous mettez des arbres, à un moment donné, vous aurez besoin de vous reposer peut-être sur cet arbre-là, même si c'est un arbre fruitier. Ça veut dire que quelque part, ça va produire des fruits que vous allez consommer. Maintenant, en dehors de ce que les gens mettent devant les maisons ou dans les maisons, il y a vraiment une campagne qui s'organise souvent les 1er juin. Sinon, c'est tous les 1er juin que ça s'organise. La politique, l'État fait quand même cette politique-là et accompagne et offre même des plans à ceux qui ont la volonté de planter. Et cette campagne-là se mène quand même dans une sérénité et permet aux populations de faire, peut-être s'ils avaient déjà enlevé des arbres sur des trucs, de faire un reboisement complètement pour permettre à d'autres plants de se développer sur les sites. Maintenant, il y a que, en dehors de ces plantations, il y a un désintéressement qu'on observe au niveau de l'entretien de ces plants. Il y a qu'il faut désherber pour permettre à l'air de circuler, pour permettre aux plantes de bien de se développer. Si notre climat au Bénin ne nous permet pas trop d'être très attentif à l'arrosage, il y a déjà que nous avons bénéficié d'un climat qui est très bénéfique aux plantations. D'ailleurs, la période que nous traversons également. Il y a toute une chance que nous avons de mettre sous terre un arbre et de désherber seulement et de laisser évoluer. Parce que même si on plante l'arbre à partir du mois de juin, on n'a pas besoin d'arroser tellement, 1 ou 2 fois seulement. Quand les racines là commencent pas à se développer sous terre, c'est que il y a le facteur, sinon la nature qui s'en charge, qui nous arrose régulièrement le reste. Donc il faut quand même demander aux populations, à ceux qui quand même plantent des arbres, de bien
les surveiller, de bien désherber pour qu'ils se développent. Et nous n'allons pas faire obstruction à l'adage qui dit que celui qui a planté un arbre n'est pas totalement mort. Ça veut dire qu'il a laissé quelqu'un dans la vie avant de partir, même si celui-là n'est pas un homme, et ce arbre-là va servir à quelqu'un. Vous imaginez, c'est un 1er juin, j'ai un cohabitant qui a intégré nouvellement sa maison. Il y a ceux qui sont riches là, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de planter des arbres devant leur maison, ou des cocotiers, des arbres fruitiers. Un jour, le collègue est en train de planter un cocotier et le gars il est en train de passer cette année. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, je suis en train de planter des cocotiers. Lui, il a planté des fleurs. Celui qui a un peu les moyens là, lui, il a planté des fleurs devant sa maison. Et 2 ans, 3 ans, 4e année, le cocotier a commencé par produire. Tu sais que quand il fait chaud, nous devons nous mettre sous l'arbre et cueillir les cocos là et boire l'eau, le liquide qu'il y a dedans. Un jour, le riz s'arrête, il demande à son cohabitant de lui cueillir quelques cocos là qu'il va boire. Le gars a dit, mais que lui n'a pas planté des fleurs. Que c'est des cocotiers que lui il a planté. Et il sait pourquoi il a planté, que lui, il ne voit pas encore qu'il faut commencer par cueillir, qu'il faut attendre. C'est lui dit que, en principe, il y a de ces trucs-là dont on a besoin, qu'on n'a pas besoin nécessairement de sortir de l'argent d'abord avant d'aller acheter. Il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, quand le moment est propice, il faut le faire pour en bénéficier après. Plus tard. Oui, Stanislas Grenouille-Kouamoua. Je pense que nous sommes tous unanimes ici en plateau sur le fait que, après avoir mis en terre ces plans, il n'y a pas le suivi qu'il faut. Mais il faudrait quand même commencer par se poser les bonnes questions, de savoir à quel niveau doit se situer le suivi dont nous parlons en réalité. La seconde question, c'est quel type de plan mettre en terre. Parce que c'est bien beau de faire des orchestrations, de reboisement, campagne de reboisement. Oui, même de mettre des plans en terre chaque 1er juin, c'est bien beau. Mais quel type de plan mettons-nous en terre et pour quelle finalité? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons mettre un plan en terre, Monsieur Soso a parlé de cocotier par exemple, je pourrais parler de l'eucalyptus, du manguier, de l'avocatier, etc. On doit se dire, ce plan que nous mettons en terre aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ça doit produire telle chose. Si nous avons des objectifs clairs, précis et bien tracés par rapport aux plans qui sont mis en terre, je vous assure que en 2 ans, 3 ans, 5 ans, à chaque intervalle, on pourra faire le suivi rigoureux qu'il faut. Mais une chose est de mettre les plans en terre. Vous savez que pour mettre les plans en terre, on a juste besoin de creuser. Puisque la plante, le plan qu'on met en terre, c'est assez léger au début. Donc, ça ne demande pas un effort aussi physique, aussi colossal. Et donc, on le met en terre, on jette quelques gouttes d'eau. Et puis, quelques composts, si possible. Et puis, on s'en va. Mais dans le suivi, c'est qu'il faut peut-être revenir 2 jours après pour voir l'endroit. Est-ce qu'il n'y a pas des herbes qui poussent? Est-ce que le soleil n'est pas en train de faner déjà le plan qu'on a mis en terre? Il faut un suivi de façon périodique, à mon sens. Et ce suivi doit être fait, et là je reviens à qui doit faire le suivi. Ce suivi doit être fait, non pas par l'État, forcément, mais par ceux-là qui ont mis les plans en terre, par la collectivité, parce que nous avons des autorités décentralisées qui sont quand même le prolongement de l'État au plan local. Il faut que ces autorités puissent inciter les populations. Nous savons qu'il y a de plus en plus des campagnes de salubrité qu'on organise dans les quartiers. Chaque week-end, par exemple, certains arrondissements le font, par exemple. On doit pouvoir en arriver là. Et les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier de nos différents quartiers, de nos différentes villes, pourront quand même inciter les jeunes. Nous avons mis en terre des plans dans telle localité. Il faudrait que chaque week-end, nous puissions aller voir l'évolution de ces plans, faire le désherbage, voir un peu s'il y a des ordures, nettoyer un peu pour leur permettre de mieux se développer. Je pense que cela faisant, nous participons à la construction de notre environnement. Et c'est cela qui va nous permettre que, si on le fait par exemple chaque week-end, et je prends peut-être 48 ou 50 semaines, après on revient, on constate que les plans auront quand même déjà évolué et auront poussé un peu.
Et c'est avec fierté que le 1er prochain juin, nous allons nous bomber le torse pour dire que voici les plans que nous avons pu mis en terre l'année dernière. Parce que je pense que si la campagne qui consiste à mettre en terre des plans chaque 1er juin doit prospérer, et là je ne parle pas forcément au plan national, au plan étatique, je parle même au plan local, chacun de nous, si la campagne doit prospérer, c'est que nous devons avoir un objectif précis. Celui-là qui consiste à ce que nous sommes au 1er juin 2020, nous avons mis en terre des plans, d'accord. Le 1er juin 2021, il faudrait déjà que nous montrions à la face du monde, peut-être devant micro et caméra, voici les plans que nous avions mis en terre il y a 1 an. Mais pour en arriver, pour en arriver là, je vais finir. Oui. Si nous ne sommes pas capables, une fois descendus sur le terrain 1 an après, de voir les plans qui ont été mis en terre 1 an en arrière, et qu'on est toujours dans un éternel recommencement, ou que les plans ont déjà eu le temps de faner, de disparaître, qu'on vient remettre d'autres plans en terre, ça sera toujours un éternel recommencement. Et donc, il faut un suivi sur la durée. Chaque semaine, moi, je propose, ce qui nous permettra d'avoir les plans et de nous galvaniser pour dire que maintenant, nous mettons en terre d'autres plans pour la suite. Cela va participer au bien-être de notre environnement. Très bien, oui. Elie, moi, je trouve 3 choses par rapport à cette question. Vous savez, c'est d'abord une question de prise de conscience individuelle. Quelle est d'abord l'appropriation que chaque citoyen fait de l'importance d'un arbre? Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Indéfiniment, chaque année, chacun se définit un objectif. Vous dites, en 12 mois, je dois atteindre tel niveau et je dois avoir tel résultat. À côté de cela, si on se dit, lorsque je mets sous terre un plan, en 12 mois, à quel niveau de croissance se retrouvera mon arbre? L'entretien que je donnerai, l'énergie que je fournis pour l'atteinte de mes objectifs doit être également encore pareil par rapport à l'entretien de l'arbre. Mieux, on doit aussi se dire que l'importance de l'arbre pour nous n'est plus à démontrer. Nous avons le système de la phytosynthèse que nous avons, l'oxygène que cela nous apporte. Et également, avoir une idée un peu de l'évolution de l'urbanisation. Parce qu'en voulant construire, en voulant nous installer dans un environnement immédiat, on ne doit pas qu'attendre l'État. Si nous savons que peut-être à long terme, nous serions obligés de pouvoir nous débarrasser de ces arbres-là pour soit nous installer, faire des constructions, etc., etc., nous devons également prendre ça en compte dans notre plan d'installation. Donc je crois qu'aujourd'hui que là, vous voulez parler de l'espace vert. De l'espace vert dans son ensemble. C'est vrai que l'État a pour rôle, en réalité, de nous garantir un bon environnement. Mais nous, d'abord, de façon individuelle, devions jouer notre partition pour pouvoir assurer cet équilibre-là dans notre environnement. Et la question que Stan est en train de... L'aspect qu'il est en train d'évoquer tout à l'heure, quel type d'arbre faut-il mettre sous terre? C'est là la plus grande question. Dorénavant, on voyait dans les années antérieures, les gens mettaient à chaque instant, soit c'était du técuret, pour la plupart, parce que pour la plupart, on a vu que c'était des arbres qui nous aidaient ou qui nous étaient utiles dans la fabrication des meubles, notamment, ou peut-être dans la transformation pour le charbon. Quand la politique étatique a pu donc réorganiser le système, où on a réglementé le système en interdisant désormais donc l'abattage des arbres, on a vu qu'il y a eu un désintérêt et un désintéressement par rapport à ce type d'arbre. Et déjà, nos agents des eaux et forêts, qui sont en réalité nos conseillers, ce sont eux qui doivent en réalité nous servir de guides, parce que tout le monde n'a pas étudié le volet environnemental pour connaître déjà les types d'arbres selon chaque environnement. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut donc prendre en compte. Mais de façon individuelle, je nous reviens, je dis que le travail est d'abord au niveau de chaque citoyen. Si je reconnais l'importance de l'arbre, moi je l'ai mis sous terre. Moi j'ai eu la chance de le faire une fois. Mais malheureusement... Vous l'avez vu grandir? Non, si, je l'ai fait une fois. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Parce que là, je me suis interpellé. Parce que j'ai compris que ce n'est pas que moi, mais c'est aussi ceux qui sont à côté de moi. Parce que si moi je l'ai mis sous terre, l'entretien ne m'appartient pas. C'est un peu comme un enfant. C'est 2 personnes qui mettent en vie un enfant. Mais c'est la société qui l'éduque. Si moi j'ai eu la chance de mettre sous terre un plan au cours un 1er juin, et pour des raisons professionnelles ou peut-être de ma mobilité quotidienne, je n'arrive pas à suivre
au moins quand même, soit ma soeur, soit mon cousin, soit même la fille du quartier qui ne me connaît pas, doit retrouver, parce que quand l'arbre donnera ses fruits, ils ne viendront pas me demander la permission avant de cueillir le fruit. Donc je crois que si on peut commencer par travailler dans ce sens-là, ça pourra en réalité nous permettre de grandir davantage, à mieux nous intégrer. L'autre chose aussi qui m'intéresse, et par rapport à la préoccupation de Stan, c'est que la politique étatique qui vise à dire que chaque 1er juin, il faut pouvoir opter pour mettre sous terre un plan, etc. Il faut d'abord faire le bilan. Il n'est pas question de chaque année faire en réalité une incitation à un reboisement. Mais il faut d'abord parler du bilan. Les 5 années ou peut-être les 2 années passées, les plans mis sous terre ont donné quoi? Combien sont morts? Combien sont vivants? À quelle hauteur sont-ils? Quels sont leurs intérêts pour l'environnement immédiat? Et que même nous fassions ces bilans-là. Il peut même arriver qu'on dise, bon, cette zone-là a été suffisamment déjà couverte. Et là, optons désormais pour d'autres zones qui n'en ont pas encore bénéficié. Et de façon cyclique, on peut essayer donc de pouvoir faire cette tournée-là pour en réalité couvrir tout le pays, donc des arbres, pour que véritablement l'objectif tant recherché soit atteint. Mais au finish, on pense que bon, puisque c'est 1er juin, on le fait bon pour plaire peut-être au président de la République. Tout le monde a envie de le faire pour dire, bon, voilà, moi, mais j'ai pu planter un arbre. Et ça devient une forme de suivisme. On le fait juste comme une forme de tendance. Je crois que ça doit être une question de conscience individuelle et de responsabilité par rapport à la question de l'arbre, puisque c'est un arbre, en réalité, c'est une vie tout entière. Très bien. C'est quand même pertinent, c'est ce que vous venez d'expliquer, M. Mathias Ossou, quand si on devrait faire le bilan des 5 dernières années, ne serait-ce que les 2 ou 3 dernières années de cette célébration en Cotonou, sinon le pays serait complètement couvert. C'est-à-dire on aurait un couvert végétal assez impressionnant qui ne nous demanderait plus beaucoup de choses. On penserait peut-être à d'autres localités, mais aujourd'hui on en est encore là. Si nous prenons peut-être le boulevard de l'église, le grand boulevard de Saint-Michel ou le grand boulevard de l'autre côté de Parakou, que sont devenus ces plans mis sous terre, 1 an ou 2 ans après. Oui, on a semblé aborder déjà le problème. Oui, c'est il y a que c'est l'État qui organise ces campagnes de reboisement un peu partout. Et après, le suivi. Quelle organisation est faite pour suivre quand même l'évolution et la protection de ces plants mis sous terre? Parce qu'il y a des animaux en divagation, peut-être dans certaines villes ou bien dans certains endroits où, quand les arbres là sont plantés, il faut quand même les protéger pour empêcher les moutons ou les autres animaux de quand même... Et même les hommes. Parce qu'il y en a qui viennent déverser leur vessie, là, en pensant à arroser. Peut-être c'est ça là, c'est pas ça qui participe à la destruction de ce plan-là, parce que quelquefois, les quelques rares... gestes que ces gens-là font enrichissent parfois ces plants-là qui sont mis sous terre, parce que quelque part, moi j'ai vu les Chinois, quand ils plantent des arbres, ils urinent, ils déposent quelque part et après ils viennent arroser les plants avec. C'est aussi de l'engrais. C'est de l'engrais bio. Est-ce que scientifiquement ça a été déjà prouvé? Ah oui. Non, il y a que pourquoi aujourd'hui on se gêne à chercher les fientes des poulets, des moutons, en tout cas des animaux, des bouts de vache, pour quand même aller renforcer l'engraissement des plants que nous mettons sous terre. C'est peut-être pour quand même participer à l'enrichissement du sol, pour permettre à ces arbres-là. Ces gestes-là n'empêchent pas les arbres de se développer. C'est plutôt d'autres actions, les accidents, ou bien les gens qui passent, quand c'est sur les boulevards, ils passent et arrivent au niveau d'un plan, peut-être ils s'arrêtent là, ils tendinent. En tout cas, il y a des gens de bonne volonté, de mauvaise volonté plutôt, qui posent des actes sur ces plans-là, qui les empêchent de se développer. Il y a tous ces paramètres-là. Et aussi, il y a le suivi que la structure, je ne dirais pas l'État, mais la structure qui a organisé cette campagne de reboisement, cette campagne de plantation de ces plants, si vous le permettez, doit quand même
s'organiser pour suivre le développement, ne serait-ce que sur 2 ou 3 ans, le temps que l'arbre là s'enracine correctement avant d'être lâché. Il y a les accidents de circulation aussi, les motos, les voitures qui vont se heurter à ces plans-là pour les détruire. Et on ne pense pas à son reboisement, en tout cas on ne pense pas à son remplacement. Il y a tout ça là. Maintenant, alors qu'ailleurs, ce n'est pas possible. Vous touchez à un arbre, c'est que vous êtes verbalisé. Oui, vous êtes verbalisé. Et en même temps, la procédure pour remplacer ce table-là est déjà enclenchée. Maintenant, quand on parle de la ville ou bien des autorités, des structures qui plantent, on peut parler aussi des individus. Celui qui a l'intention de planter des arbres, c'est qu'il a une projection. Peut-être il se dit que si je plante dans 2, 3, 4 ans, je vais peut-être bénéficier de ça. Quand les gens plantent des tecs, c'est pour vendre des boîtes de tecs après, pour la construction, pour les meubles qu'on sort. Mais les villageois, sinon les paysans ou bien les autres populations en général, qui font ces cultures, s'organisent de façon à ce que ces arbres-là qui plantent là ne meurent pas. Parce qu'ils ont des procédures. Peut-être qu'à cette saison, ils savent que quand ils plantent par exemple des bois de teck ou bien des plants de palmiers à huile, tout ça là, ils ne vont pas seulement désherber pour les plants qu'ils ont mis sous terre. Donc ils cherchent d'autres cultures. Et ils font. Par exemple, ils font du maïs, des gens font d'autres cultures pour qu'ils soient en train d'entretenir le sol jusqu'à ce que les arbres qu'ils ont plantés commencent à grandir pour les renvoyer. Ça veut dire que quelque part, eux, ils organisent un suivi régulier pour entretenir ces plants-là. Et c'est là qu'il faut quand même féliciter ces populations qui, quand même... De toutes les façons, nous le faisons si bien dans nos fermes. Nous mettons ces arbres fruitiers, surtout dans nos fermes. Et puis, parfois... Bon, on l'entretient, parfois la nature se charge du reste. Il y a l'autre question qu'il faut observer, nous allons nous poser. Aujourd'hui, avec la modernisation que le gouvernement est en train de mettre en place, on constate qu'il y a des emplacements qui sont prévus pour ces plantes qui doivent améliorer le couvert végétal. C'est dire donc qu'il y a une politique qui est peut-être en vue dans ce sens pour que ça ne soit pas une théâtralisation qu'on observe dans les campagnes de reboisement, de plantation du 1er juin. Je crois que par rapport à cette préoccupation, c'est inclus par le ministère du cadre de vie. Je crois que nos infrastructures, le projet asphaltage par exemple, si aujourd'hui nos routes aussi se détruisent très rapidement ou s'abîment, c'est parce que peut-être ils n'ont pas des ombrages nécessaires. Puisque déjà les rayons ultraviolets qui interviennent directement vers la nature détruisent en partie aussi les matières entrant dans la ligne de compte de la production en réalité de ces infrastructures-là. Donc je crois qu'à un moment donné même, pour que l'individu, au cours donc de son cheminement ou de ses trajets, puisse également marquer des stationnements, il faut qu'il le fasse sous un arbre, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, même dans le plan d'humanisation, c'est prévu. Et aujourd'hui, quand vous prenez à peu près les grands projets d'asphaltage, qui ne sont même pas encore presque terminés pour la plupart à certains niveaux, je crois qu'il a aussi le volet et plantation des arbres. Et de quel type? Je crois que tout cela, c'est là en fait le rôle de nos aménagistes. C'est même là le rôle de nos urbanistes. Urbanistes, parce que même nos géographes, parce que des gens sont formés dans les universités. Les gens ont le savoir. Ils ont véritablement ce qu'il faut. Mais ils ne le mettent pas au service du développement. Ce n'est pas le profane. À un moment donné, vous allez même voir peut-être un paysan qui n'a jamais mis pied à l'école, mais qui aménage mieux son environnement, mieux que par exemple un urbaniste. On se pose la question de savoir quelle est la différence entre en réalité l'inculte et l'intellectuel. Donc je crois que c'est d'abord une question de volonté. C'est une question d'appropriation, de se dire que voilà l'intérêt que j'éprouve par rapport à cet arbre et ce que cela m'apportera en retour. Donc je crois qu'au finish, que même nos toitures, à des moments donnés, vous allez voir, en période de forte pluie ou même d'harmattan, le vent violent qui souffle parfois fait enlever des toiles. Si des arbres sont dans ces environnements immédiats, je crois que c'est des toitures qui peuvent... Le courant d'air serait moins violent. Ça va quand même amortir un peu le choc. Et déjà, les toitures ne vont pas être décimées. Donc, ça dit, l'intérêt de l'arbre n'est plus à démontrer. Tout est question de volonté. Et il faudrait que
chaque citoyen se dise que ce n'est pas que le devoir de l'État, c'est d'abord son devoir avant le devoir de l'État. L'État, lui, ne travaille que juste pour nous garantir une bonne sécurité dans le pays auquel nous appartenons. Parce que les changements climatiques ne seront pas sans impact. Sinon, quand on parle d'un changement climatique, c'est assez de facteurs. Quand on parle en réalité détérioration de la couche d'ozone. De la détérioration de la couche d'ozone, ce n'est pas sans impact. Parce que si nous n'arrivons plus à survivre sur cette planète, où irions-nous? Ce n'est plus un président, ce n'est plus moi, c'est y compris nous et nos enfants, avant même un président de la République. Encore que lui pourrait avoir même les moyens nécessaires de se frayer peut-être un chemin sur notre planète. Bon, ça peut paraître un peu utopique, mais parfois il faut c'est pour montrer déjà le degré de la responsabilité individuelle que cela en réalité implique. Je crois que au fait, le rôle que nous devons jouer aujourd'hui en tant que citoyens, c'est de nous dire: un arbre, c'est une vie, et pour avoir vraiment une vie, il faut que chacun prenne sa responsabilité et joue sa partition pour véritablement accompagner à un bon équilibre de l'écosystème. Oui, ça. Tout à l'heure, Elie avait évoqué un aspect qui me semble important de creuser un tout petit peu. Il a parlé de la terre appropriée pour chaque plan. Ça aussi, c'est un facteur que nous ignorons beaucoup plus souvent. Quand il y a certains types de plans que dès lors que vous les mettez sur certaines terres, ça ne poussera jamais. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez mettre, tout l'entretien possible, tout l'engrais possible, ça ne marchera pas. Et donc, il faut se poser la question, ce type de plan que nous voulons mettre, pour cette qualité de sol, est-ce que ça convient? C'est pas pour rien que les paysans font leur étude, même s'ils n'ont pas forcément été à l'école, ils ont leur façon d'étudier leur sol pour y planter l'arbre qu'il faut afin d'avoir les résultats escomptés. Et je pense que à chaque édition du 1er juin, il faudrait qu'on s'entoure de ces personnes-là, bien éclairées, qui nous disent, dans cette zone par exemple, si on prend Calavi ou bien, je ne sais pas, Togba, Ouedo ou bien Alada, etc., sur cette parcelle ou dans cette zone où nous voulons mettre en terre des plants, cette qualité de sol est compatible avec peut-être l'ananas par exemple, ou bien avec les cocotiers. Et c'est suite à ces recommandations que nous allons mettre en terre nos plants pour pouvoir maintenant espérer faire un suivi qui puisse donner les résultats dans le temps. Mais toutes les fois où on va passer notre temps à mettre en terre des plants qui ne cadrent pas forcément avec la qualité du sol, on va toujours revenir à un éternel recommencement parce que ça ne va pas produire les effets dans le temps. L'autre chose également, c'est que reconnaissons que planter un arbre, ce n'est pas que le 1er juin. Parce que c'est là l'erreur que chacun de nous commettons au quotidien. On peut descendre de ce plateau et aller planter un arbre. On ne doit pas forcément attendre le 1er juin de chaque année pour planter un arbre. Le 1er juin, c'est une date symbolique. C'est une date symbolique que l'ONU a choisi et dans le monde entier, on essaye de se conformer à ça. Et au plan national, on le fait. Mais je pense que au-delà du 1er juin, le 2 juin, on peut le faire. Si c'est votre jour d'anniversaire, par exemple, Théodule, vous êtes à l'honneur. Ah, aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire. Je mets un plan en terre pour marquer mon jour. Et je l'arrose, je l'entretiens. Je l'arrose, je l'entretiens. Mon fils est né un 2 avril. Je mets un plan en terre. Je me suis marié un 2 septembre. Je mets un plan. Il y a tellement de... Pourquoi vous riez? Je peux continuer. Ou bien... ma mère, elle a été tout pour moi dans ma vie. Elle est décédée un 2 décembre, par exemple. En sa mémoire, en souvenir d'elle, je mets un plan en terre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, au-delà même du 1er juin, pour nous immortaliser déjà et pour suivre ces plans. Et je pense que cela faisant, quand on revient un autre 1er juin, on aura beaucoup de plans déjà qui seront mis en terre et beaucoup de plans qui auront déjà poussé à un certain niveau. Cela va nous permettre d'avoir un bon couvert végétal, de ne pas attendre forcément les projets asphaltage parce que le projet asphaltage, il y a un couloir, un cadran qui est dressé par l'État dans sa politique. Mais nous n'allons pas forcément attendre l'État dans sa politique avant de nous mettre à l'aise dans nos maisons, avant de mettre en terre des plans. Et de les entretenir. Les projets asphaltage, si ça ne passe pas devant nos maisons, on ne peut pas réclamer que cela passe devant toutes les maisons, même si l'État fait un travail considérable à ce niveau pour l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous-mêmes, vous l'aviez évoqué tantôt, dans nos fermes, sur nos parcelles, mais nous savons comment entretenir nos plants. Mais qu'est-ce qui nous empêche
d'implémenter cela au plan national ou bien quand il s'agit de la collectivité. On pense que c'est pour les autres. Et quand c'est pour les autres, chacun l'abandonne et ça finit par mourir. Donc je pense que revenons à la mise en terre des plans chaque jour, si on en a l'occasion. Les week-ends, si nous finissons le sport, comme on le fait entre amis par exemple, on quitte le sport, le terrain, on va quelque part, on met en tête des plans. On peut, dans nos associations, dans nos fêtiers, dans nos regroupements, organiser des mises en tête de plans et ne pas forcément attendre le 1er juin. Organiser des mises en tête et l'entretien continu, c'est-à-dire au quotidien, quoi. L'entretien au quotidien, on le fait de façon périodique, de façon instantanée. Je pense que cela faisant, ça va nous aider à avoir un meilleur couvert végétal pour une meilleure préservation de notre environnement. Peut-être un dernier aspect qu'il faut aborder, puisque c'est ce qu'on observe. Il y en a qui ne veulent pas recevoir, en tout cas, des gens qui viennent se reposer à l'ombre devant leur maison et qui se mettent à carrément couper les arbres. C'est des comportements auxquels on assiste aujourd'hui et que nous devons interpeller là, les eaux et forêts qui doivent intervenir. Je crois que c'est... Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, ça donne de l'ombrage, on n'aime pas voir les gens devant sa maison qui viennent se reposer et qui bavardent, vous me gênez, vous bavardez, patati patata, on vient, un beau matin, on descend tout ça. À mon avis, je crois que celui-là n'a pas encore la grandeur d'esprit. C'est de l'incivisme. Je crois que la richesse, ça pose un autre problème, à mon avis. Quand on dit même ma maison, ta maison, oui, c'est le fruit de ton effort, mais elle ne t'appartient pas. C'est une question de conception. Et même si déjà, on s'imagine couper un arbre parce qu'on n'a pas envie de laisser l'autre venir, peut-être rester là sous l'ombre, parce qu'on estime que c'est ma maison, cela montre combien en réalité, nous n'avons même rien. Parce que celui qui a même quelque chose doit même en réalité rechercher, laisser plaisir à l'autre. Parce que ça doit être une fierté en réalité. Laisser l'autre profiter de ce Profiter de cela parce que au moins ça a été juste un rôle tu n'aurais vécu inutilement. Parce qu'on aurait pu dire au moins j'ai pu donner privilège à quelqu'un de trouver de cet ombre-là pour passer au moins quelques moments. C'est une question, je pense que celui-là n'a peut-être pas compris, il a fait pas mégarde. Il a peut-être mis sous terre cet arbre, ou peut-être ce plan qui subrepticement par hasard a grandi et s'est retrouvé là. Il n'a pas conceptualisé en réalité la notion de l'arbre et son intérêt. Sinon, il ne peut se comporter comme ça. Et il y en a, comme vous venez de le dire, il y en a. Et puis, je crois que nous devons prier pour ceux-là, que l'Éternel Dieu puisse changer leur vision. Parce que ce n'est pas facile. Moi, je trouve ça très aberrant. C'est vrai, hein, c'est relatif. Hein. Le monde est gouverné par le relativisme, mais c'est aberrant que l'homme puisse se comporter de cette manière. Je pense que c'est vraiment relatif. Ce que Élie dit, cela ne manque pas de pertinence. Mais vous savez que, je vais vous prendre un exemple assez banal. Anciennement, on avait quand même des canaries ou bien des jarres posés devant les maisons. Ou avec de l'eau, et n'importe quel passant, n'importe quelle personne qui passe, il prend, il s'arrête, il prend de l'eau. C'est ça. Anciennement, on voyait ça. Est-ce que ça continue aujourd'hui? La réponse est non. La réponse est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crise de confiance s'est installée petit à petit, au fil du temps et au fil des générations. Et ça fait que la personne qui a planté un arbre et qu'il y a de l'ombrage où les gens viennent se reposer, ce n'est pas forcément parce qu'il ne veut pas que les gens se reposent à l'ombre de cet arbre. Mais il craint peut-être qu'en quittant là, qu'on lui laisse peut-être un gris-gris qui puisse le dérouter. Ou en quittant... Non, mais ce sont des réalités. Ou peut-être sociologiques. Ou peut-être qu'en étant là, on puisse quand même médire de lui ou bien faire des choses. En tout cas, donc, c'est cette crise-là, je pense, hein, à mon humble avis, qui fait que de plus en plus le Béninois se recroqueville sur lui-même et se renferme et il ne veut plus s'ouvrir à la société. Les bonnes habitudes d'entraide que nous avions bien souvent n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous remarquez des gens qui voient des vieillards sur la voie avec des chats sur la tête, mais on les dépasse. Mais anciennement, ce n'était pas ça. Et il y a de ces habitudes-là qui ont disparu et qui font que même quand vous avez votre arbre, même quand vous avez, même aujourd'hui, anciennement, quelqu'un m'a raconté une histoire selon laquelle vous avez planté un arbre fruitier, comme on le disait en plateau,
et ça donne beaucoup de fruits. On appelait les voisins. Venez cueillir avec moi, c'est le temps de la récolte. La cueillette, c'était un moment festif. Aussi, la distribution, c'était ça. Mais aujourd'hui, vous voyez la personne, il prend son véhicule, il quitte Cotonou, il va dans sa ferme, il fait sa cueillette dans sa voiture, avec ses enfants. Quelques villageois, il ramène et puis il vend. Donc, les habitudes ont changé, les choses ont changé parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est vraiment ancrée dans la conscience des Béninois. Je pense que si nous arrivons à corriger cela, on peut retrouver notre entraide d'antan. Nous allons écouter doyen pour préparer ce sujet. J'espère que l'homme n'arrivera pas jusqu'à cette perversité pour détruire un arbre parce que les gens vont venir se reposer pour profiter de cet arbre, de l'arbre là. Et je crois que même si on en a connu, il ne faudrait pas que ça continue de se répéter. Et parce que celui qui plante un arbre doit d'abord avoir une idée. Si ce n'est même pas un arbre fruitier, il doit d'abord avoir une idée que quelqu'un va pouvoir profiter de son ombre au moment où le soleil serait peut-être au zénith et il va vouloir bénéficier de l'ombre. Donc, je crois que il faut laisser de côté ces genres de comportements et demander aux gens, quand vous plantez, c'est pas pour vous seul, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, comme l'a dit Elia Djira. Mais je crois que il faut conseiller les types d'arbres qu'il faut planter. Parce que le tout ne suffit pas de planter. Je ne vois pas, par exemple, quelqu'un qui plante les bois de teck, par exemple, dans la ville de Cotonou. C'est parce que ça ne sert pas. Ce n'est pas utile ici. On sait l'arbre dont on a besoin à Cotonou. Quand les structures publiques organisent des campagnes de reboisement, c'est des arbres qui sont... En tout cas, il y a plusieurs types d'arbres qui font. Ils font... bon, je ne vais pas appeler un nom ici parce que ça va s'apparenter à un nom que les gens utilisent aujourd'hui en politique. Il y a des arbres que les gens plantent dans les structures. Très bien. Quand ils organisent les campagnes de reboisement, ils conseillent de planter. Il faut qu'on plante des arbres utiles. Très bien. Merci à vous. Nous allons passer au second sujet. Il y a quelques jours, le monde entier, à travers une journée, a pensé aux malades mentaux qui ne sont rien d'autre que nos proches. Nos proches à qui nous vouons très peu d'intérêt quand vient cette période difficile de perturbation psychologique, suicide, tentative de suicide et parfois même des suicides. Ils en arrivent là. Il s'agit aujourd'hui de les prendre en charge à travers une politique bien définie qui se soucie donc de la qualité de vie de ces malades mentaux. Le gouvernement béninois a déjà, à travers un programme, déroulé le fonctionnement, donc déroulé le programme, je dirais, par rapport à la prise en charge de ces malades mentaux. Il y a quelques mois, il y a près d'une centaine qui sont prises en charge. Il y a quelques jours, au moins 20 sont prises en charge également et sont conduits de l'autre côté de Djako. Alors aujourd'hui, nous estimons que ce sont nos proches qu'on doit protéger, quoi qu'on dise, les malades mentaux, parce que autant que nous sommes, il y en a forcément un dans chaque famille. Vous avez bien planté le décor par rapport à ce sujet. Reconnaissons déjà, avant de parler des malades mentaux, que nous sommes tous des malades ambulants. D'une manière ou d'une autre. Ça peut choquer, mais c'est ça. D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, nous avons, quand on fait bien le diagnostic, on a un mal caché quelque part, on a quand même quelque chose, forcément. Même si, apparemment, nous nous sentons bien portants, robustes et tout ce qu'il faut, nous souffrons toujours de quelque chose. Alors, spécifiquement, quand on parle de maladie mentale, c'est un mal qui a trait à la psychologie de la personne humaine, au fonctionnement de la tête de la personne. Et je pense que souvent ceux qui souffrent de maladie mentale ont plus besoin d'assistance que les autres. Parce que quand dans votre tête ça ne va pas, tout le reste ne marche pas. C'est pour ça qu'à d'autres occasions on parle de déséquilibrés mentaux. Parce que quand la tête n'est pas dans l'équilibre qu'il faut, ça ne peut pas bien raisonner. Ce que nous faisons sur ce plateau, chacun prend la parole et développe un argument et soutient avec des idées. Mais quand vous n'avez pas la tête en place, vous ne pouvez pas parler de façon cohérente, c'est impossible. Et donc,
le cerveau joue un rôle majeur dans l'équilibre de l'être humain. Et quand nous avons un proche qui est dans ce cas, nous ne devons pas le laisser à son sort, comme on le voit sous d'autres cieux. En Europe, par exemple, on prend son véhicule, on dépose maman ou papa dedans qui ne résonne plus bien. On va le déposer dans un centre, dans un asile. Et puis on revient à la maison tranquille. Non, je pense qu'ici, la chaleur. Et je reviens justement à nos anciennes habitudes qui existaient en Afrique, surtout au Bénin. La chaleur qu'on entourait les personnes malades. L'émotion avec laquelle toute la famille se réunissait autour de ces personnes, ça commence par disparaître. Parce qu'on se dit vraiment, il devient, excusez du peu, la honte pour la famille. On ne veut pas même montrer à quelqu'un qui a un malade mental ici. Vraiment, c'est compliqué. Il faut pas le sortir parce qu'il va mal raisonner. Il va commencer par... Donc, c'est ça. On a honte de la personne. On le dépose dans un centre psychiatrique. Et puis, basta. On ne s'occupe plus de lui. Je pense que le gouvernement a bien fait d'instaurer une politique. Il faut suivre ces personnes-là parce que moi, personnellement, j'ai vu des personnes qui ont été au centre psychiatrique Diako et qui s'en sont sorties. J'ai vu une dame qui en est sortie. Quand vous la voyez aujourd'hui, qui est guérie, oui. qui est dans son commerce, quand vous la voyez aujourd'hui et qu'on vous dit qu'elle a été internée pendant 1 à 2 mois au centre psychiatrique Diako, vous allez refuser parce qu'elle raisonne correctement, elle fait bien son commerce, elle est même mariée. Donc, je pense qu'il n'y a pas de honte à cacher son mal ou à s'occuper des malades mentaux, mais il faut s'occuper d'eux parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide et d'assistance. Et quand les professionnels travaillent avec eux, quand les spécialistes s'occupent d'eux, ils finissent par guérir. Ce n'est pas tous les malades mentaux qui sont à Diako, par exemple, qui y sont depuis 30 ans ou 40 ans. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui y sont allés peut-être il y a 6 mois, qui s'en sont sortis. Il y a des gens qui y sont allés il y a 2 ans et qui s'en sont sortis. Donc, il y a toujours de l'espoir tant qu'on vit, comme j'ai mal le dit. Et je pense que si la vie veut vous donner des leçons, vous oubliez ces malades mentaux, mais ça se rabat sur vous après. Et c'est là que vous constatez le poids que revêt justement le fait de souffrir de ça. Et donc, je pense qu'on doit s'occuper d'eux avec soin, avec chaleur, avec tout l'amour qu'il faut, parce que les psychologues nous diront que quelque part, il ne faut peut-être pas leur donner des médicaments génériques, des produits génériques, mais le simple fait de sourire avec eux, de parler avec eux, de les mettre en confiance, cela leur rappelle leurs bons souvenirs et ça participe à leur équilibre mental et ils peuvent quitter le centre psychiatrique. Très rapidement. Oui, monsieur Soso. Oui, lorsque tu as commencé par introduire le sujet, j'ai pensé immédiatement à l'ex-préfet Toboula, qui avait déjà pensé à ce qu'il faut prendre les malades mentaux et de les interner au centre psychiatrique de Diako. Parce que c'est quand même, comme il a dit tout à l'heure, le malade mental, c'est peut-être mon frère, c'est peut-être ma soeur, c'est peut-être ma mère, c'est peut-être mon père, c'est peut-être même mon oncle ou tout le monde. Ou peut-être la personne, ou moi-même. Moi-même, oui, parce que des dépressions, on subit des dépressions. C'est une forme de... Et c'est là que je trouve la justesse même de ce projet que le gouvernement a initié pour quand même s'occuper de ces malades mentaux-là. Il y a des gens qui pouvaient être guéris de leur mal si on s'était occupé d'eux. Attends. Ça veut dire que quelque part, si le projet peut être mis en application et marcher normalement comme cela se doit, j'en suis sûr, si ce gouvernement initie un projet de gens, ça doit marcher parce que les autres projets qu'ils ont initiés n'ont pas encore connu d'échec pour qu'on ne soit pas sûr de ce que celui-ci ne va pas évoluer. Et il faut remercier aussi le gouvernement pour ça parce que, comme on le dit, les malades mentaux qui se promènent dans les rues ne sont pas nécessairement obligés d'être laissés à eux-mêmes pour se promener dans les rues. Il faut s'occuper d'eux et les amener quand même à faire cela. Moi, j'ai fait mon stage à Diako, j'ai vu des gens que je connaissais, qui ont disparu dans la circulation, que j'ai retrouvés là-bas. Il y a des gens que j'ai vus là, que j'ai connus là, qui sont aujourd'hui dans la circulation. Et dans la vie active. Dans la vie active, en train de travailler. Assurer leur réinsertion. Ça veut dire que quelque part, si on s'occupe d'eux, ça peut s'améliorer et ils peuvent revenir à eux-mêmes et raisonner
normalement. Et il faut évoluer aussi la société parce que si ceux-là participent quand même au développement de l'économie, ça veut dire que c'est un tout. Et ça va quand même donner son résultat. On a besoin de tout le monde, pas seulement de ceux qui sont là aujourd'hui. Puisque ceux qui sont là aujourd'hui peuvent se retrouver de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté peuvent se retrouver de ce côté. Oui, il y a la dernière fois quand 2 ont été récupérés, 20 je dirais pas 2, 20 ont été récupérés il y a quelques jours et convoyés au centre psychiatrique de Diaco. Le docteur disait, écoutez, ce n'est pas que l'affaire de l'État, ce sont vos parents, parce qu'il y en a, quand ils viennent, les parents les abandonnent, on ne s'intéresse plus à eux et puis c'est comme si nos personnes dans la vie. Et donc nous avons, autant que nous sommes en dehors de l'État, de façon individuelle, nous intéresser à ces malades qui sont là-bas et appeler les mécènes à appuyer, pourquoi pas, à leur venir en aide. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut ici nous arriver. Et je crois que cet appel n'est pas que forcément du point de vue financier. C'est peut-être de l'aspect soutien moral. Parce que, figurez-vous, moi, il est arrivé dans ce pays, même avant que le gouvernement n'entreprenne cette démarche-là de récupérer ces malades mentaux, que des personnes, pour des pratiques charlataniques, aillent chercher en réalité ces malades mentaux-là, soit les violer, les récupérer des organes, etc. Non, il y a eu de ces comportements-là aussi très méchants que nous avons vus dans ce pays, alors que ce n'est pas bien. Un problème mental n'est pas en réalité une fait en soi. C'est une crise psychologique. Et déjà, plusieurs facteurs peuvent induire quelqu'un ou d'une manière ou d'une autre. Là, on ne sait pas les circonstances, mais nous ne sommes pas spécialistes. Je peux comprendre la crainte de l'individu à vouloir mettre un peu de réserve vis-à-vis de ce dernier parce que nous ne sommes plus en phase. Puisque autant que nous sommes à pouvoir, on n'a plus les mêmes facultés pour définir dans les mêmes circonstances les mêmes X ou Y. À ce niveau, c'est normal que nous les envoyions vers les personnes averties parce qu'il y a une forme d'agressivité, il y a une forme peut-être de comportement étrange qu'on pourrait peut-être constater. Mais la stigmatisation ne doit en réalité pas être de mise parce qu'ils ont besoin d'être protégés. Et c'est ça, le gouvernement a compris l'utilité donc de pouvoir protéger ces individus-là, de les mettre en réalité à l'abri de ces stigmatisations, de les mettre à l'abri donc de ces pressions sociales-là que nous observons. Et je crois que des personnes ont opté pour ce choix en se faisant former dans le volet psychiatrique et je crois qu'ils le font si bien. Et je crois que, comme le disait tout à l'heure Stan, il faudrait même qu'à l'issue, c'est-à-dire qu'à l'épilogue donc, de ces personnes-là est mise, c'est-à-dire envoyées d'abord au niveau donc, du centre psychiatrique, qu'à terme, s'ils sont guéris, qui viennent faire des témoignages. Tout comme ça a été médiatisé, cette campagne-là de leur récupération a été faite. Je crois que des campagnes aussi soient également faites pour que cela soit à nouveau médiatisé, que ces personnes-là, on fasse une incursion dans leur ménage pour dire leur vie après. C'est vrai que ça peut paraître banal, on peut se dire qu'il faut les protéger, comment seront-ils? Mais c'est ça même qui doit montrer l'intérêt même de cette action-là. Parce que ça pourrait changer un peu la philosophie, le regard que nous avons vis-à-vis des autres. Parce que ceux qui l'adviennent, pour une simple déception sentimentale, on peut se retrouver là-bas. Bien sûr. Pour un échec. Encore que la déception sentimentale n'est pas si simple. Hein? Non, mais évidemment, pour peut-être un simple échec financier, peut-être parce qu'on a été braqué d'une manière ou d'une autre. Tu vas chèque à un examen, par exemple. Un chèque à un échec, où tu as tout donné. Et tu vois peut-être que ton effort s'est effectué en un jour. Ça dépend des circonstances. Plusieurs facteurs peuvent donc expliquer cela. Même à des moments donnés, ton parent à toi, que tu as tant aimé, te lâche dans ses bons chemins. Hélas, c'est que prions Dieu que nous ne tombions dans ces travers. Mais je crois que on ne peut se replonger dans la peau de ces derniers, mais évitons donc la stigmatisation. Apportons-leur nos soutiens d'une manière de... Et même aussi à travers la prière, parce que la Bible peut tout. Merci beaucoup. Merci donc à vous pour ces analyses. À Stanislas Sekben pour à moi. Merci doyen Soso Mathias. Merci de répondre toujours à notre invitation. Elie Adiran. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres sujets, mesdames et messieurs. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, juste le rappel, nous allons revenir très rapidement
rapidement sur les titres de certains quotidiens. Nous commençons par le matinal. Présidentielle 2021, qui sera le vice-président de Patrice Talon, s'interroge le quotidien de Tonto. Et puis électricité, la modernisation du secteur de distribution enclenchée, redéploiement des aspirants de l'année dernière, la FENACEPIB relève des irrégularités, des ajustements en vue pour corriger les erreurs. Fraternité à présent, Benoît Degla à propos de la candidature de Talon en 2021. Il dit ceci: les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopérer dans ce sens, écrit Fraternité. Et puis à Boycon et à Bomé, violences sexuelles et sexistes en toute impunité. Mesdames et messieurs, voilà pour la revue de quelques titres de quotidien. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le meilleur reste à venir.